Je passe la parole à Richard. Je crois qu'il a un micro. Non. Micro. Ça marche? Bon. Donc je me présente, je suis Richard Edman, je suis retraité du groupe Safran. J'ai fait toute ma carrière pratiquement à Vernon dans le développement des moteurs d'Ariane, depuis Ariane 1 jusqu'à Ariane 5. Ariane 6, j'ai pas connu parce que j'étais déjà parti. Et j'ai fondé en 99, donc ça fait juste 20 ans, la section française de la Mars Society, qui venait d'être fondée l'année précédente et où j'étais présent. Donc cette association a pour but de promouvoir l'idée de l'exploration de Mars et de l'arrivée de l'homme sur Mars, aussi bien auprès du public qu'auprès des décideurs du pays et de l'Europe. Alors, il y aurait beaucoup de sujets à aborder, évidemment. On en a choisi un petit peu, je ne dirais pas au hasard, mais en fonction de ce qu'on a fait récemment. On en a choisi deux qui concernent des actions de préparation à une future mission vers Mars. Moi, je vais vous parler du problème, c'est un exposé plutôt technique, du problème du lanceur pour une telle mission. Et Aline vous parlera plutôt des aspects campagne d'essais d'analogue sur des terrains dans des situations qui sont assez représentatives d'une future mission sur Mars. Alors, voyons. Alors, donc, je vais vous parler du lanceur. On parle de lanceur super lourd. Alors, c'est une question de convention. Ce super lourd, ça veut dire capable de mettre en orbite terrestre au moins 100 tonnes. Alors, on avait ça dans le passé avec la Saturne V lunaire, évidemment. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aucun lanceur dans le monde n'est capable de faire ça. Il faut reconnaître qu'il y a pas mal de projets pour en construire un, mais il n'y a pas un enthousiasme formidable des agences parce que c'est considéré comme n'ayant pas de retombées commerciales. Alors pourquoi il faut arriver à 100 tonnes en orbite terrestre pour envisager sérieusement une mission orbitée sur Mars? Il y a plusieurs facteurs qui se conjuguent. D'abord, vu le coût du projet, il faut que les gens qu'on enverra là-bas puissent vraiment faire de la science avancée, donc ils ont besoin d'équipements scientifiques qui sont lourds. D'autre part, il faut aussi envoyer une équipe suffisamment étoffée pour avoir toutes les spécialités scientifiques sur place, mais également des spécialités comme médecine, électronicien, etc. Donc on estime classiquement que le minimum est de 6 membres d'équipage, mais il y a des projets qui font nettement moins. La durée de la mission complète est très, très longue. Vous voyez, c'est 6 mois pour aller là-bas, 18 mois de séjour, le temps que les planètes se remettent dans une position favorable, et à nouveau 6 mois pour le retour. Donc ça veut dire que il faut des stocks de nourriture, d'eau, de vêtements, de scaphandres de rechange, etc. Enfin, assez important. Tout ça, c'est très lourd, et ça explique qu'on ait besoin de ces masses. On veut aussi éviter de faire voyager pendant 6 mois les gens dans une capsule genre capsule Soyouz ou même Dragon, qui sont quand même limités. On veut qu'ils aient quand même un espace de vie adapté. Enfin, dernier point, une fois qu'on est sur Mars, après il faut revenir. Le delta V, l'impulsion de vitesse à donner à la capsule, au vaisseau, pour revenir vers la Terre, est nettement plus important que dans le cas de la Lune, parce que le champ de gravité, évidemment, de Mars est bien supérieur. Donc tout ça vous explique que tous les projets qui ont été faits avec l'hypothèse qu'on envoyait vers Mars des modules de l'ordre de 30, 40, 50 tonnes, ce qui oblige à avoir en orbite de parking autour de la Terre des masses de l'ordre de 100 tonnes. Bon, vous avez ici une vue des trajectoires. Il faut bien
bien essayer de voir ça. En rouge, c'est l'orbite de Mars. En bleu, l'orbite de la Terre. Vous voyez que la Terre, c'est une orbite circulaire pratiquement. Mars, c'est elliptique. Elle est plus éloignée du Soleil ici que là. En orange, vous avez la trajectoire à l'aide de 6 mois. Quand vous arrivez ici, la Terre est là. Vous voyez, on ne peut plus la rattraper parce qu'elle tourne plus vite que Mars tourne autour de la Terre. Une révolution en 365 jours, alors que Mars, c'est 687 jours. Ce qui fait qu'on est obligé d'attendre que Mars soit revenu ici pour faire le trajet de retour. Enfin, pendant longtemps, ça a été discuté. Il y a ce schéma-là, qui est le plus économique en ergol, et il y en avait un autre qu'on appelait le schéma d'opposition, qui permettait de raccourcir la durée totale de la mission, mais qui limitait la présence sur Mars à 30 jours et qui coûtait beaucoup plus cher en matière de propergol. Donc ça a été abandonné. Qu'est-ce qui se passe là? Au secours. Faut que je passe en mode... Ah oui, d'accord. Alors les trucs avant... On avance? Oui. D'accord. D'accord. Alors, depuis le programme Apollo, donc 69, vous voyez, ça remonte à 50 ans, il y a eu des projets techniques sérieux de mission humaine vers Mars. La première, c'est tout simplement celle qu'a concocté von Braun au moment de sa gloire Apollo. Lui, ce qui l'intéressait, c'était vraiment Mars. La Lune, c'était juste un point de passage pour développer les matériels. Alors lui, il avait opté pour une solution all-in-one, c'est-à-dire à la Apollo. On envoyait tout le matériel sur un seul lancement. Par contre, pour des questions de redondance, de sécurité, il y avait 2 lancements, 2 fusées qui partaient. Mais chacune était capable de faire la mission. Le petit problème, c'est qu'il fallait développer un moteur nucléaire, et beaucoup d'efforts dans les années 60 pour ce faire, en Russie aussi également. Mais le Congrès n'a pas suivi, il a trouvé que ça coûtait trop cher, et comme ils avaient gagné la course à la Lune vis-à-vis de l'Union soviétique, ils considéraient qu'il y avait plus lieu de prolonger ce genre de choses. Je suis fâché avec la télécommande. Non? Oh. C'est clic droit qu'il fallait faire. Clic gauche. C'est un... Clic gauche, sinon... Ouais. Alors, c'est bien. Sans ça, tu peux le passer Oui. comme ça. D'accord. D'accord. C'est peut-être mieux. C'est mieux, oui. D'accord. Bon, donc existe le programme de von Braun. En 69-70, c'est abandonné. Pendant 20 ans, il ne s'est rien passé. Enfin, il s'est rien passé. Il y a beaucoup de papiers qui sortaient sur le sujet, mais il ne s'est rien passé au point de vue décisionnel. Et en 89, il y a eu une tentative de relancer le programme par le président des États-Unis, qui a demandé à la NASA de lui faire un projet. Et la NASA, qui avait gardé les habitudes grandioses de la période Apollo, a fait un truc complètement rocambolesque qui coûtait 400 milliards de dollars, avec des stations partout, des tas de modules et tout. Et le Congrès a immédiatement interdit ce projet et a même demandé à la NASA de ne plus dépenser un seul dollar sur ce sujet. Et c'est à ce moment-là que Robert Zubrin, le fondateur de la Mars Society, a proposé
un projet vraiment révolutionnaire qu'il a appelé Mars Direct, fondé sur les principes suivants. Pas de rendez-vous en orbite avec des stations ou même à Apollo avec un vaisseau de retour autour de Mars. Vol direct à l'aller, vol direct au retour. Équipage réduit, limité à 4. Mission split, alors je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Surtout production des ergols de retour à partir des ressources martiennes. Alors ça, c'est fondamental, évidemment. Ça fait par boule de neige une économie extraordinaire. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on a une mission considérablement allégée, avec seulement 2 vols d'un lanceur lourd, vous voyez en image, qui ressemble au SLS actuel, utilisant des moteurs de navette. Alors, la mission split, ça veut dire la chose suivante. Au lieu de tout envoyer dans la même fenêtre de tir, la première année, vous envoyez le vaisseau de retour vers la Terre, mais sans ses ergols, plus l'usine de fabrication d'ergols. 26 mois après, à la fenêtre suivante, vous constatez si le réacteur de fabrication des ergols a bien fonctionné, si les réservoirs du vaisseau de retour sont bien pleins, auquel cas vous envoyez l'équipage ainsi qu'un deuxième ERV pour la mission suivante. Autrement dit, si jamais le premier ERV ne marche plus, a une panne, on dispose d'une redondance gratuite, je dirais, pratiquement gratuite, puisque, évidemment, on perd une mission, mais on ne perd pas d'équipage. Donc ça a beaucoup plu à la NASA, qui a décidé de reprendre ses travaux et qui a répondu des architectures de mission. Et en 2006, le président des États-Unis a relancé un programme qui s'appelait Constellation, qui prévoyait une première étape de retour sur la Lune, mais cette fois-ci pour y établir une base, et ensuite un voyage vers Mars. Il a lancé le développement de la capsule et du lanceur lourd Ares, dont vous avez vu une image tout à l'heure. Mais l'intérêt de ces nouveaux projets, c'est que cette fois-ci, ils ont intégré les idées fondamentales de Mars Direct, en particulier l'idée de fabriquer les ergols de retour sur place. Mais la NASA n'a pas pu s'empêcher d'alourdir et de complexifier le projet. Ils sont revenus à 6 astronautes et ils ont fait un retour de Mars vers la Terre avec un rendez-vous orbital à la mode Apollo, alors que Mars Direct prévoyait un retour direct. Bon, voilà. Ça a suivi son petit bonhomme de chemin avec un manque cruel de niveau de financement. Et en 2009, après son élection, le président Obama a demandé d'arrêter le programme, parce qu'il considérait qu'on ne pouvait pas le financer. Malgré tout, pour des raisons, il faut bien le voir, purement électoralistes, le Congrès américain a obligé Obama à garder le développement de la capsule Orion et du lanceur lourd SLS. Vous voyez sur cette image que c'est quand même un truc assez compliqué. Il y a 7 lanceurs lourds estimés aujourd'hui à 1 milliard le lancement, 8 éléments différents, des modules de nature différente, et une proposition d'utiliser la propulsion nucléaire, ce qui améliore les performances, mais qui augmente aussi grandement le coût du programme. Donc, ce programme a été présenté pour la première fois au public à Washington lors d'un congrès de l'association Explore Mars, où j'ai été. Et moi, j'ai pas pu m'empêcher de dire au présentateur de la NASA à la fin de l'exposé, ce que vous nous présentez là, c'est un project killer. Il m'a dit, oui, ça prouve qu'on doit encore faire des études. Et je suis convaincu, c'est personnel, je suis convaincu que c'était un ordre de la Maison Blanche de faire une proposition inapplicable,
impossible pour pouvoir couper les crédits. Alors depuis, 10 ans sont encore passés, et vous voyez, maintenant on arrive à ça c'est le pompon. Il est difficile de faire plus compliqué. On dirait qu'ils sont plaisir. Alors, les lanceurs, quelle est la situation aujourd'hui pour les lanceurs lourds? Alors, le cheval de bataille de la NASA, c'est le SLS. Vous voyez, il ressemble au lanceur Ares que je vous ai montré tout à l'heure. C'est pratiquement la même chose. C'est basé sur les technologies de navettes. C'est des boosters navettes un peu aux stéroïdes, un petit peu augmentés. C'est un réservoir hydrogène-oxygène central qui ressemble à celui de la technologie de la navette. Alors, son petit problème, c'est que pour des raisons budgétaires, il commence par une première version, celle qu'on voit ici à gauche, qui utilise un étage propulsé par des moteurs existants à RL10 et qui ne fait que, de mémoire, 70 tonnes en orbite basse. Il n'est pas vraiment super lourd, celui-là. Alors que la version définitive est un lanceur capable de 130 tonnes, donc vraiment super lourd. Alors ça a des conséquences, c'est curieux, navrantes. C'est que, en se lançant dans ces deux versions, forcément ils augmentent le coût du développement, et à un point qu'on peut difficilement imaginer. Par exemple, la tour de lancement. Il faut en faire une deuxième. Vous vous rendez compte? C'est une tour de lancement spéciale pour cela. Il faut la reconstruire pour l'autre version. On a l'impression vraiment que les robinets sont ouverts et puis on vient à l'abreuvoir là. Alors, ce programme, à mon avis, je serais étonné qu'il aille au bout. C'est un avis personnel. Il est en développement depuis 12 ans, en fait. Il est maintenu pour des raisons électoralistes. Ça occupe quand même beaucoup de gens, hein, dans différents États. Il accumule les retards, déjà plusieurs années, des surcoûts inquiétants, 12 milliards déjà dépensés, et des bévues techniques extraordinaires de la part de la NASA ou du contractant principal Boeing. Un exemple, pour souder les viroles du réservoir central, ils ont construit un bâti pour assembler les viroles les unes sur les autres verticalement. Et ils sont aperçus quand ça arrive au bout qu'il y avait un jeu, ça collait pas. C'était impossible de fermer la structure. Et en fait, c'était dû au fait que le bâti avait été construit sur un sol qui n'était pas ferme, qui était meuble. Bon. C'est quand même triste, hein. Alors, il y a eu un audit NASA, si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment de le lire. Donc, un audit fait par un audit interne de la NASA qui critique très, très sévèrement le management de l'agence, qui suit pas bien les délais, les coûts du contractant et le contractant principal. Le coût d'un lancement est estimé à 1 milliard. À ce prix, quelle mission va accepter de payer un prix pareil pour un lancement? Et ça explique pourquoi la NASA tient tellement à faire le Gateway lunaire, cette station orbitale lunaire qu'ils veulent faire avant de redescendre sur la Lune, alors qu'elle ne sert strictement à rien de mon point de vue. Donc, le SLS, maintenant, fait de plus en plus face à une concurrence potentielle de SpaceX et de Blue Origin en particulier, qui ambitionnent tous les deux de développer un lanceur super lourd. Ça pourrait être fatal au programme. Pourtant, pour l'instant, l'administration maintient son soutien au programme. Normalement, on devrait voir le premier vol en 2021. Alors, cet historique permet de tirer quelques leçons. Les modules
On sait à peu près qu'ils font de 30 à 40 tonnes chacun. On a à peu près là, ceux qui devraient être capables d'envoyer vers Mars. Le détaillé à partir d'une LEO, l'orbite basse, est de 4,3 km/s si on choisit l'orbite de libre retour. L'orbite de libre retour, c'est une orbite de période 2 ans qui fait qu'après être parti, si vous devez abandonner l'idée de descendre sur Mars pour une raison quelconque, vous continuez et au bout de 2 ans, vous retrouvez la Terre. C'est mieux que rien. Hein. Donc, c'est cette orbite qui oblige à 4,3 km/s. Il y a des orbites plus économiques, mais qui n'ont pas cette propriété. La conséquence, c'est que la masse en LEO sera envoyée autour de 100-130 tonnes. Saturne V aurait été capable de faire ça, et plusieurs lanceurs lourds en projet ou en développement également. L'obstacle, c'est le coût. Hein. Techniquement, on sait le faire, on saurait le faire, pas de problème, on saurait faire un tel lanceur, et il y a beaucoup de projets qui le proposent. Le problème, c'est le coût. Alors voilà la famille des projets. Vous retrouverez le SLS ici, qui est pas mal placé, Saturne V, le malheureux N1 russe qui était la fusée lunaire qui n'a jamais marché. Ça, c'est le SLS Bloc 1 dont je parlais tout à l'heure, qui est 70 tonnes. Il y a un projet très intéressant, c'est le projet chinois, Longue Marche 9, 140 tonnes. Bon, il n'est pas là d'arriver, hein, mais il travaille dessus. Et un nouveau projet russe. Les Russes ont annoncé en avril de 2018 qu'ils allaient construire un lanceur lourd, mais capable quand même de 103 tonnes. Donc, il est effectivement la famille des lanceurs hyper lourds. Et après, on retombe dans des lanceurs lourds, mais pas hyper lourds, avec le Falcon Heavy et le Energia qui n'existe plus. Alors, il y a des projets observés en dehors de SLS, bien entendu, qui suit son chemin pour l'instant. Moi, je trouve qu'il y a deux projets qui peuvent devenir sérieux. Il y a le New Armstrong de Blue Origin. Blue Origin, vous savez, c'est cette société fondée par le patron de Bezos, le patron d'Amazon, pardon, Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, qui consacre $1 milliard par an à son projet, et qui entend entrer dans le marché des lanceurs. Voilà. Donc il développe tout lui-même, et moi, il m'a soufflé en étant capable de développer, faire fonctionner un moteur cryogénique en 3 ans, ce qui montre quand même qu'il a su s'entourer. Pour l'instant, ce lanceur n'a jamais volé, on l'a pas vu, il n'existe pas encore. On a vu son moteur qui était en fin de développement. L'autre projet intéressant, en capital de mon point de vue, c'est le Longue Marche chinois. Les Chinois ont annoncé clairement et fermement que leur but c'était d'établir une base sur la Lune vers 2030, et ils travaillent à ça de façon rationnelle, avec très peu d'échecs. Et moi, je crois que ce sont des gens très sérieux qui compteront beaucoup à l'avenir. 10 mètres quand même, hein, c'est pas rien. Dans le futur, ils sont dans le paysage, c'est sûr. Alors, le programme russe dont je parlais tout à l'heure, le voilà. Lui, c'est un petit peu plus difficile de dire ce qu'il va devenir. On en est tout à fait au début. Alors, le coût, je m'excuse, c'est en roubles. Ça fait beaucoup, 1 trillion de roubles. Mais un rouble, c'est 1,4 centimes d'euros. Donc, ça fait à peu près 15 milliards d'euros. Ce qui est pas étonnant. C'est des ordres de grandeur qu'on connaît. Aboutissement 2028. Et eux aussi veulent établir une base lunaire. Bon. Et puis, il y a l'arrivée de SpaceX, évidemment, qui, de mon point de vue, constitue une nouvelle révolution astronautique après celle de Mars Direct, à la différence près que Mars Direct n'a pas eu de suite, sauf sur l'évolution des concepts, alors que SpaceX, qui a été fondé en
2002, un développement assez intéressant jusqu'à présent. C'est une société qui a développé pour la première fois un lanceur partiellement réutilisable. Vous avez ici des images célèbres du premier étage venu se poser sur une plateforme en mer, et ici l'atterrissage des 2 boosters d'un Falcon 9 sur la base de lancement. Alors, cette société, le développement de ces sociétés est soutenu par des contrats importants. J'ai cité là la capsule orbitale cargo Dragon, qui a déjà fait près d'une vingtaine de missions de ravitaillement de la station spatiale, et le Dragon 2, qui va devoir transférer des astronautes, cette fois-ci vers la station spatiale, qui a déjà fait un vol d'essai sans personne à bord, qui devrait faire son premier vol habité au début de l'année prochaine. Alors ces contrats sont importants parce que ils permettent à SpaceX de dégager des moyens pour financer le projet martien que je vais vous montrer maintenant et qui n'est financé par personne d'autre. Alors les gens disent ah oui c'est dégoûtant, c'est de la concurrence déloyale. En fait c'est la NASA qui paye tout ça. Et il y a un petit bémol à mettre à ça, c'est que ces contrats sont systématiquement doublés. C'est-à-dire aussi bien le développement et les vols de ravitaillement cargo que les vols habités. La NASA à chaque fois a pris 2 contractants. Et par exemple sur le Dragon habité, je crois que le contrat qui a été accordé à SpaceX est de l'ordre de 2,5 milliards et le deuxième contrat accordé à Boeing est de 4,6 milliards. Donc vous voyez, ça fait réfléchir. Alors ça, c'est des données sur le fameux projet martien de SpaceX. SpaceX a été fondé explicitement pour développer un système de transport spatial suffisamment bon marché pour permettre la colonisation de Mars, c'est-à-dire des voyages fréquents vers Mars et des voyages en masse. Alors, à vrai dire, il existe déjà le Falcon Heavy qui pourrait faire une mission habitée. Vous voyez ici le schéma de cette mission qui a été proposé par Robert Zubrin, qui s'appelle Mars Direct Light. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux parce que on est quand même obligé. D'abord, il faut 3 lancements au lieu de 2, et puis l'équipage est réduit, les volumes habisables sont réduits, etc. Enfin, c'était pour dire que déjà avec le Falcon Heavy, on serait capable de faire la mission. Mais évidemment, Elon Musk voit beaucoup plus loin. Vous avez ici les caractéristiques à jour du projet. En fait, donc ce projet, c'est un biétage. Vous l'avez ici à droite. L'idée, c'est que c'est le premier lanceur totalement récupérable. Et au fond, quand on y pense, ça coule de source presque. Le booster est récupérable comme le Falcon 9, donc ça c'est maîtrisé, on sait faire. Et le deuxième étage va être une espèce de navette, hein, c'est-à-dire c'est un corps portant qui va rentrer comme rentrer la navette spatiale. Alors, pourquoi totalement réutilisable? C'est pour obtenir des coûts vraiment très bas. Bon, il y a d'autres principes, mais dans la mission NASA, il y avait 8 éléments différents. Ici, on n'en a que 2, un booster et un vaisseau. Donc, ce vaisseau est mis en orbite autour de la Terre. On commence par mettre ce vaisseau en orbite de la Terre. Ensuite, on envoie des tankers. Vous voyez là, à côté. Des tankers qui viennent ravitailler le vaisseau en orbite terrestre. Parce que pour aller jusqu'à Mars, surtout si on veut raccourcir la durée du trajet, ce qui est son intention, il faut plusieurs tankers. Dans son idée,
veut dire que il rêve. Le booster se repose. Il y a un Starship tanker qui est prêt, on le met dessus. Le lendemain, il repart. C'est vraiment. Il dit il faut qu'on arrive à un cycle d'opération hyper-aéronautique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je suppose que vous avez tous vu cette image. Ça, c'est un truc qui m'a soufflé. Évidemment, c'est un prototype, si on veut, mais c'est un prototype échelle 1 quand même, purement dédié à l'étude des problèmes aérothermodynamiques. C'est-à-dire que ce vaisseau d'essai est destiné à vérifier les flux thermiques, la résistance des parois au flux de chaleur et la pilotabilité du vaisseau lors de sa rentrée. Il a été réalisé sur le genou, je dirais, en plein air, en quelques mois. Pour l'instant, ils disent qu'il y aura un premier vol à 20 km d'altitude sous un mois. Et un vol orbital peut-être l'année prochaine. Mais bon, je sais aussi qu'ils ont des petits problèmes de moteur quand même, parce que cet engin est propulsé par un nouveau moteur méthane-oxygène à très très forte pression de chambre et à flux full flow, c'est-à-dire tous les ergols passent dans les turbines, dans les turbopompes. C'est difficile de dire quand ces essais commenceront vraiment. Alors, ce qui peut advenir, si SpaceX fait ses preuves et continue à avancer aussi vite qu'il a fait jusqu'à maintenant, y compris pour le moteur Raptor, où quand même c'est pas évident. Ça pourrait être une dynamique qui entraînerait la NASA, et ça aboutirait à un partenariat public-privé, qui de facto existe déjà sur certains points entre SpaceX et la NASA. Bon, l'Europe, malheureusement, elle est hors du jeu, elle n'a pas de lanceur super lourd, ni même lourd, ni de vaisseau spatial. On a l'impression que les vols invités l'intéressent pas vraiment. En l'absence de réveil d'implication, quelle qu'elle soit, on risque de rater le coche du New Space. Dans 20-30 ans, quand des business se développeront dans l'espace, on risque d'être sur un strapontin. Et on risque en tout cas de contempler les Américains sur Mars et les Chinois sur la Lune dans les années 30. Alors, pour finir, si vous voulez vous documenter, il y a le site de l'association. On essaie de bien alimenter. On a un bulletin trimestriel assez nourri, mais il faut être membre. Et lui, il y a un bouquin qu'on a normalement en quelques exemplaires ici à vendre, qui est un ouvrage collectif de notre association qui passe en revue les principales difficultés de la mission. Et ça, j'ai mis cette image parce que je trouve qu'elle représente bien l'esprit de SpaceX. Voilà. Maintenant, je vais passer la parole à Aline. Je m'appelle Aline. Je vais présenter à la suite de Richard une mission de simulation analogue qu'on a faite pendant 5 semaines dans le désert de Oman. Alors pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que au sein de l'association Planète Mars, on a des membres qui ont la chance en fait de pouvoir faire partie d'initiatives européennes. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup des initiatives américaines, russes, chinoises, mais il faut savoir que pour préparer les missions d'exploration lunaire aussi, mais martiennes en particulier, on a des initiatives qui sont faites en Europe via pas mal d'associations, pas mal de jeunes volontaires qui sont très motivés et qui mettent en œuvre plein d'expériences qui ont à viser de nous préparer pour le futur. Alors l'idée
de ces missions analogues d'exploration, analogues parce qu'elles sont analogues à l'environnement martien dans lequel on va évoluer, donc on se met en conditions réelles, si on peut dire, en tout cas le plus représentatif possible. L'idée, c'est d'émettre des rapports, de discuter avec les laboratoires, les centres de recherche, les agences spatiales, et de permettre ainsi de faire évoluer les technologies de façon à opérer dans le sens d'une simulation martienne. Alors, je vous montrerai qu'on a eu pas mal, en fait, de missions, d'expériences qui nous ont été finalement demandées par des labos de recherche et des agences. La mission martienne dont je vous parle, donc elle s'est passée dans le désert de Oman. Donc là, vous le voyez sur la carte. L'idée, c'était de passer 5 semaines au milieu de nulle part. On a amené notre base martienne, on l'a montée, et quand on a eu fini ces 5 semaines, on a tout démonté et on est reparti. Donc en fait, on a eu 4 semaines de simulation et puis 2-3 jours avant et après pour faire la mise en place de la base. Donc faut imaginer en fait que la mission en elle-même, il y a différents types de missions. Vous avez peut-être déjà entendu parler de MDRS dans le désert de l'Utah. Par exemple, MDRS, c'est une station, un centre de recherche en fait, où les gens viennent et restent 2 semaines en grande partie confinés dans la base martienne. L'objectif, c'est de voir comment ils réagissent psychologiquement, physiologiquement, et il y a quelques missions d'exploration qui sont ce qu'on appelle des EVA, donc des sorties extravéhiculaires sur le terrain, mais l'essentiel est quand même d'avoir un environnement confiné dans la base. Ici, pour faire quelque chose d'un peu complémentaire, l'objectif de notre mission, c'était vraiment d'opérer sur le terrain. La partie confinée, c'était uniquement pour la partie simulation. Donc, quand on est en environnement simulation, c'est-à-dire on commence la simulation, on commence le matin, on termine en fin d'après-midi. Durant cette période de simulation, les gens sont à leur travail, chacun à son poste. Mais en dehors de ça, on a le droit d'aller voir le coucher de soleil, on a le droit d'aller manger avec nos collègues et on n'a pas de scaphandre. Donc, il y a les parties hors simulation. Donc l'idée vraiment, c'était d'aller en simulation sur le terrain, tester des protocoles opérationnels à 5, 10, 15 kilomètres de la base. Donc c'est un petit peu la spécificité de cette mission-là. Et une autre spécificité, c'est de tester la combinaison. Alors en fait, on a une combinaison qui a été développée par le Centre spatial autrichien, donc on appelle Austrian Space Forum. Donc pour ceux qui veulent des compléments d'explication, n'hésitez pas à me demander à la fin. Je vous donnerai des éléments d'information. Ils ont un site internet. C'est avec eux qu'a été montée et organisée cette mission, 1 an voire 1 an et demi en amont de la mission en elle-même. Et en fait, l'idée, c'est de mettre en œuvre la combinaison dont un brevet a été mis en partie sur le verrouillage du casque et qui, en fait, est une combinaison qui est utilisée pour tester depuis des années les sorties extravéhiculaires. Donc vraiment, l'objectif ici était de mettre en œuvre cette combinaison dans des environnements et des contraintes, si je puis dire, les plus représentatifs. Ici, ce qu'on voit, c'est que c'est un petit vaisseau spatial, cette combinaison. Donc, elle est autonome et donc elle contient les batteries, les systèmes de communication, les systèmes de survie, donc oxygène et tous les capteurs en fait de bonne santé de l'analogue astronaute sur le terrain. Donc, quand il part avec tout son sac à dos derrière, et c'est pour ça qu'en fait il y a des redondances, il y a des batteries supplémentaires, il y a des radios supplémentaires, il y a des capteurs supplémentaires, GPS, antennes, etc. Ce qui fait qu'à la fin, c'est vraiment lourd, ça fait 45 kilos. Donc pour que ce soit pas trop lourd en termes de mouvement quand on est sur le terrain,
en général pour se baisser, pour ramasser quelque chose à terre. Ce qui est en dessous, c'est un exoskeleton. Donc c'est un squelette de métal, si vous vous en voulez par là, qui a des rotules au niveau des articulations et qui permet en fait, par des mouvements de contre-pression, d'aider, de supporter le mouvement, notamment quand on penche en avant, sans pour autant y mettre tout le poids. Donc ça permet de supporter une partie du poids, ce qui est en fait ce qui semblait être le plus représentatif quelque part du fait qu'on a une gravité un petit peu plus moindre sur Mars, et donc on s'est dit ok, ça permet de pas ressentir tout le poids à chaque moment, à chaque instant. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on a envisagé l'utilisation de la combi sur le terrain au fil de l'eau, au fil des années. La mission en elle-même, elle ne se passe pas que sur Mars, elle se passe aussi sur la Terre. Donc là, vous pouvez voir en fait la partie de droite qui est le support contrôle de mission. Donc c'est l'équivalent de Houston. Et donc là, c'est là que l'interface avec la Terre se passe. Donc la base interagit avec le Mission Control Center, donc le centre de mission. Et donc, on a mis en place donc le centre de mission. Excusez-moi, je termine. C'est quand même là qu'on récupère les données des expériences qui ont été déroulées dans la journée. Et c'est par eux aussi qu'on envoie aux labos de recherche, aux agences, les résultats. Et ils les analysent pour voir si ça correspond bien à ce qu'on nous avait demandé. Si ça correspond pas, on va nous remettre dans le planning une session de travail pour le lendemain, le surlendemain, le jour d'après. C'est l'interface avec la Terre. La Terre d'un côté, Mars de l'autre, donc la base, avec les expériences qui sont déroulées sur le terrain par les analogues astronautes. Toute une équipe derrière qui met en place, qui utilise les données, qui met dans des sacs tous les échantillons collectés, qui archive, qui s'occupe de tout ce qui est mise en œuvre, opérationnel, des équipements, du soft, voilà, tout ce qui est logiciel. Et pour communiquer avec la Terre, eh bien, on a mis un délai de 10 minutes de communication. Donc, faut imaginer que quand on est en simulation et qu'on est sur le terrain, on donne une information à notre base martienne, d'accord, donc qui est là-bas, Ops. Et notre centre opérationnel, lui, il va dire à la Terre où on en est. Et donc, ces échanges de communication qui se passent par chat, par ordinateur, par chat, au fur et à mesure qu'une opération se passe, on a une procédure à dérouler, donc on suit les procédures et on dit à la Terre où on en est. Alors on voit bien que s'il y a 10 minutes pour envoyer une info et 10 minutes pour la recevoir d'un autre côté, ça veut dire qu'il se passe 20 minutes entre une échange d'informations. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pratique si c'est pas urgent et que c'est pas très pratique si c'est urgent. Donc en gros, il faut un certain niveau d'autonomie. Il faut voir que si on voulait vraiment être représentatif de Mars, on mettrait plutôt 20 minutes que 10 pour juste le trajet dans un sens. Donc il faut quand même se dire que l'idée, c'est d'être autonome sur les tâches qu'on a à faire sur place et de laisser en fait des analyses, des processing de données se faire avec du temps. Et là, on utilise vraiment le support technique sur la Terre pour faire ces processing de données. Alors ça, c'est l'équipe centre support de mission. Donc là, faut imaginer, en fait, chacun à son poste, chacun soit une mission d'enregistrement, soit une mission de contact avec les laboratoires, soit une mission d'investiguer où est-ce qu'on en est, comment on peut anticiper les risques, comment on peut préparer les expériences de demain, est-ce qu'on suit le planning qu'on a prévu ou pas. Donc là, c'est pendant toute la journée des gens qui sont à notre écoute sur le terrain et qui essayent d'anticiper nos besoins. Donc c'est une équipe qui est évidemment fondamentale. Et sur le terrain, eh bien, on était 15.
Alors 15 a déroulé différentes expériences. Il faut voir qu'on en a déroulé une vingtaine, dont on va dire, allez, les 3/4 étaient vraiment dédiés à des sorties extravéhiculaires sur le terrain, vous allez voir. Il y en avait quand même une partie qui était dédiée à l'étude psychologique, comment on réagit dans un milieu pendant 5 semaines, tous ensemble, avec des enregistrements vocaux, des petits écrits, des choses comme ça, des mémoires à écrire systématiquement tous les jours. Je vais pas rentrer trop dans le détail de la partie psychologique. Vous me poserez des questions à la fin si vous en avez. Moi, je vais plutôt rester, parce que faute de temps, un petit peu sur le déroulement des expériences techniques. Je vais vous en montrer 4 ou 5, comme ça vous donnera un petit avant-goût des expériences qu'on a déroulées. Donc ça, c'est la base martienne. Donc c'est des dômes. Faut voir que celui du milieu, il fait 15 mètres de diamètre. Ceux sur les bords font 7 mètres de diamètre. Donc, ça nous permet, en fait, de mettre une zone. Donc, faut voir, en fait, les plus petites zones qui sont autour. C'est un peu un schéma à la Tatooine. Donc, vous avez un atelier mécanique pour réparer tout ce qui tombe en panne. Il y a un dôme pour tout ce qui est médical, puisqu'on a un médecin, même 2 médecins en fait sur toute la durée de la mission qui check la bonne santé des membres d'équipage sur le terrain pendant tout le séjour. On a une salle de sport, on a un lieu de stockage et de mise en œuvre du rover, et puis on a le 5e dôme qui sert pour tout ce qui est imprimante 3D. Voilà, sous plastique, sous milieu propre. Et le grand dôme sert principalement à des réunions d'équipe, des lieux d'exposition. C'est vrai qu'au départ, quand il y a des journalistes qui sont venus, c'était un peu notre salle d'exposition. C'est là aussi où si on a besoin d'un peu de place, disons, on va aller là. Vu qu'il n'y a pas forcément beaucoup de place derrière. Alors, vous inquiétez pas, on mange quand même. Je voulais vous montrer où. Si j'y arrive. Si j'y arrive pas, c'est pas. Bon, eh bien, vous voyez la petite tente qui est au fond, à gauche du grand dôme, une sorte de tente marron. Eh bien, c'est là notre salle à manger, notre lieu de stockage de la nourriture. Et à côté de ça, à droite, il y a une sorte de préfabriqué. En fait, c'est un camion. Voilà, donc c'est notre cuisine. C'est en quel matériau? Alors ça, c'est, comment je pourrais dire, c'est des dômes gonflables. Donc, faut imaginer que c'est une matière un peu plastifiée, souple. Et en fait, l'avantage de ça, c'est qu'en fait, la conception qu'on avait demandé permettait en fait d'accrocher. Alors, on peut pas accrocher des posters comme si on pouvait les mettre au mur, mais par contre, on avait des crochets de partout. Donc, à tous les emboîtements de ronds, de cercles, à chaque fois qu'il y a un joint, une interface, il y avait une boucle, une accroche avec un anneau, de façon à pouvoir mettre tous les posters, les affiches, tout ce qu'on avait besoin de faire tenir, même des outils. Mais sur Mars, ça serait la même chose? Alors, ça serait pas exactement la même chose. À un moment donné, c'était discuté dans le cadre du Moon Village. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, cette partie dôme qu'on appelle gonflable, on peut les utiliser parce qu'après, on peut arriver avec des bras 3D et recouvrir de rigolite toute la zone. Donc un mélange assez ferme, assez rigide, assez robuste, de façon à créer un mur, de façon à vraiment créer une paroi étanche aux radiations. Mais est-ce que ça serait exactement là-dessus? Je sais pas, tu veux peut-être dire quelque chose, Richard? Le matériau n'est absolument pas représentatif de ce qu'il faudrait faire. On est bon. Pour la bonne raison qu'il faut bien penser que même si on réduit la pression dans les habitats à un demi-bar,
Ouais. Ça fait quand même 5 tonnes de poussée par hectare. Donc, vous voyez, Tout à fait. c'est énorme. Donc, il faudra une structure rigide. Qui tiennent seuls. Du genre, comment on appelle ça, les trucs avec les triangles. Ouais. Le Les container. dômes triangulés, c'est des plaques de verre tenues dans une structure en acier ou en carbone. Mais là, le but n'est pas là. Non, le but n'était pas là, effectivement. Là, c'était pour l'aspect, comment je vais dire, ergonomiquement efficace, pratique pour stocker nos équipements qui prennent pas trop le sable, etc. Pour donner un effet base d'une mission. Mais c'est vrai que c'était pas représentatif des matériaux qu'on utiliserait et dans tous les cas à recouvrir de régolithe, quoi. Alors j'ai quelques expériences comme ça que je vais vous montrer. Oui. Il vous reste quelques minutes. Comment? Il vous reste quelques minutes pour les questions. Parfait. On a un rover dont le job, ça a été de faire du mapping de terrain. Alors, je vous ai ramené une petite vidéo. Donc, vous avez vu un petit peu comment les dômes de notre station fonctionnent. Là, ce qu'on a, en fait, c'est un rover qui a un laser qui tourne à 360 degrés. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise ce laser pour suivre un parcours prédéfini. Et ce parcours, il va le suivre en essayant de détecter les zones dans lesquelles il ne faut pas aller. Donc, vous voyez qu'il commence à détecter des zones jaunes, vertes. Alors, c'est en accéléré un petit peu. Et des zones oranges, voire rouges. C'est des zones dans lesquelles, en fait, il ne va pas falloir aller. C'est-à-dire qu'il faut imaginer à un moment donné qu'on va aller avec le rover sur le terrain et qu'on l'envoie avant nous, l'objectif étant qu'il détecte, par exemple, une crevasse en dessous du sable. C'est-à-dire que quand l'analogue astronaute il va arriver sur le terrain et qu'il va savoir qu'à tel ou tel endroit, il ne doit pas aller mettre le pied parce que sinon, il y a 1 mètre de creux en dessous, eh bien, ça, c'est du temps de gagner pour la sécurité de l'astronaute et aussi parce qu'il n'y a rien à regarder à cet endroit-là, donc c'est pas pertinent d'aller là. On a besoin de ça parce que, encore une fois, la combinaison, elle est lourde. On se déplace, ok, pas de problème, mais on n'a pas envie d'avoir ce type de problème à régler. C'est quand même la sécurité d'abord. Ça, c'est un drone. Donc aussi université en Autriche qui nous l'a confié pour faire une expérience. Donc là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un complément de mapping du terrain. Il faut imaginer que lui, en fait, il est capable de survoler beaucoup plus de terrain, on va dire beaucoup plus rapidement que le rover. Le rover, il va faire 1/4 du terrain, pendant que le drone, lui, il va faire 3/4 de terrain sur la même durée. Évidemment, il n'a pas le même réserve d'énergie, donc il va tomber en panne beaucoup plus rapidement, il va faire ses 15-20 minutes, ok. Mais en attendant, il est capable de mapper le terrain. Et je ne sais pas si vous savez, mais l'agence spatiale allemande, elle a développé un rover qui a une plaque à l'arrière qui permet d'accueillir un drone. Donc ça veut dire que le rover, lui, il se balade sur le terrain, il a le drone qui vient se poser régulièrement et puis qui repart et qui mappe une autre partie du terrain. Donc en fait, on commence à réfléchir à les utiliser de façon complémentaire pour mapper du terrain. Donc ça nous permet de détecter des zones intéressantes pour collecter des échantillons de roches. Et c'est comme ça qu'après les analogues astronautes vont sur le terrain recueillir les échantillons qui leur ont été demandés. Là ici, simplement pour vous donner un petit exemple, la petite boîte, le petit boîtier qu'ils ont dans les mains, ça a été fait en fait par de la techno 3D qu'on avait dans un des fameux dômes. Donc on avait des imprimantes 3D avec des filaments rouges. Donc c'est de la fabrication additive. Donc on vient ici fabriquer des outils dont on peut avoir besoin pour le terrain. En fait, cet outil, il était très pratique parce que sur le torse, il y a une boîte et cette boîte, elle peut contenir des petits outils. Et en fait, on n'en avait pas
pour collecter les échantillons. Donc on avait juste les sacs. C'était dommage, on n'avait pas de bec de réserve. Donc on a pu se servir de l'imprimante 3D pour créer ce qui nous manquait sur le terrain. Encore une fois, autonomie, gestion et donc efficacité opérationnelle. Et il y a d'autres expériences en fait qui ont été utilisées pour faire comment dire ça des radargrammes, si je puis dire, une sorte de radargramme de ce qui se passe sous la surface. Alors là, on a justement un radar de sous-sol qui est utilisé ici et qui permet en fait de voir les propriétés diélectriques du sol, qu'est-ce qui se passe sous le sol et est-ce que éventuellement il peut y avoir des traces d'eau. Et ça, c'était une expérience qu'on a utilisée pour reproduire ce qui se passerait si on n'avait pas de télécommunication par GPS. Donc là, en fait, on a utilisé un réseau d'antennes avec des émetteurs transceivers sur l'analogue astronaute. Et l'objectif était de voir avec quelle résolution on pouvait faire des calibrations pour voir les déplacements des analogues astronautes dans cette zone. Donc là, l'objectif était vraiment de se dire comment on fait de la localisation quand on ne peut pas utiliser le GPS, puisque c'est évidemment ce qui se passera au début. Et ça, c'est une des expériences qu'on a eues cette fois-ci à l'intérieur, donc au sein d'un dôme pareil gonflable qui nous a été confié par l'Agence spatiale italienne. Et là, l'objectif, c'était de faire de la culture hydroponique. Donc on avait des planches de 2 mètres carrés à faire pousser. Donc c'était de l'amarante rouge pour ceux qui sont un peu experts. Donc c'est une plante assez robuste. Les pousses se sont bien comportés, donc on avait 15 jours. Il faut imaginer en fait que ça peut paraître, les conditions d'expérience peuvent paraître pas très importantes si on perd 2 ou 3 jours sur des cultures, mais en fait il faut imaginer que si on a une colonie de centaines de personnes sur Mars et que on a une seule variété de nourriture fraîche et que pour 5 jours de retard, eh bien on perd X kilos de nourriture parce qu'elle est plus mangeable, parce qu'on s'est raté sur la façon dont elle allait pousser, et ben on se retrouve avec rien. Et psychologiquement, on s'est rendu compte que c'était super important d'avoir de la nourriture fraîche au sein de la base, surtout quand on a des boîtes et des trucs lyophilisés pendant 5 semaines. Donc c'était un vrai bonheur. Donc on faisait autant plus attention et on allait voir les plantes le soir. Et pour finir, je voulais vous montrer une petite vidéo que j'avais faite et qui est un petit résumé de ce qui se passe dans la journée. Une journée de mission classique. Si j'arrive à la démarrer. Voilà, pardon. Voilà, le petit déj sous la tente. Donc, il faut voir que le matin, avant tout ça, il faut aller mettre les réseaux en place. Les réseaux de communication, les batteries, les antennes. Il faut que tout ça, ça soit en place avant de commencer. Donc, on part à plusieurs. On part loin, puisqu'il faut aller jusqu'à 15 km en mission, en EVA. Donc, le matin, typiquement, on prépare les expériences. Donc, c'est-à-dire qu'on est capable d'aller les faire un petit peu pour de faux, pour vérifier que les prédictions qu'on s'est données sont pas complètement fausses. Donc là, par exemple, je fais de la spectrométrie sur le terrain. Alors, le donning, c'est la phase où on prépare la combinaison. Donc, il y a 200 capteurs pour la combinaison et tous les soirs, on la nettoie, on les défait, on nettoie tous les connecteurs parce que sinon, ça fait des arcs électriques. Donc, tous les soirs, on nettoie. Il y en a pour 2 heures à la remettre en place opérationnelle tous les jours. Donc, ce jour-là, je suis tech suit et je prépare la combinaison pour mon collègue Kartik qui part sur le terrain. Donc ça, c'est ce qu'on voit avec le viseur. Donc on a un commandant. On a des gens à la console donc qui vont collecter les données qui vont être envoyées du terrain.
les données scientifiques, les données informationnelles. Et on a des officiers de sécurité qui partent sur le terrain avec les analogues astronautes. Alors, ils sont presque invisibles, mais ils sont là au cas où la combinaison prend feu, quelqu'un ne se sent pas bien, ils sont là. Les expériences se déroulent sur le terrain. Là, on fait de la spectrométrie. Voilà, qui est l'étude minéralogique du sol, avec des impulsions de lumière. Ça permet de décomposer les molécules et de voir comment elles réagissent. Là, c'est le recueil d'échantillons. Donc, il faut voir que ce n'est pas seulement des collectes d'échantillons, c'est des descriptions par une caméra qu'on a sur le côté. Et il faut savoir parler roche, décrire ce qu'on a. Voilà, et donc on a toujours notre rover Husky qui mappe le terrain pour préparer la prochaine EVA pendant que l'analogue astronaute est en train de faire son expérience. Ils sortent toujours à deux. Il y a toujours un officier de sécurité pas loin pour vérifier qu'il n'y a pas de dommages. Après, on rentre. Le support de mission qui nous a aidés pendant toutes ces heures-là peut enfin se déconnecter, même si leur travail n'est pas fini parce qu'ils préparent pour demain. On change les batteries, on va remettre tout en place, on défait tout ce qui est communication et on sort de la simulation. À partir de là, la soirée est pour nous. Donc, on va avoir le coucher de soleil. Et on se croyait sur Mars, vraiment. Et voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Merci à vous, monsieur Richard. Vous avez le stand d'une photo, comme une planche, c'est bien présenté. On vous en remercie. Merci beaucoup. Beaucoup de monde maintenant, c'est bien. Je ne sais pas jusqu'où va aller. Je peux utiliser, ouais. On peut utiliser celui-là. Voilà, s'il y a des questions, vous dites ce que vous voulez maintenant. Je vois rien. Ah, une question. Et comment on fait voler un drone sur Mars avec cette stage de Alors, le drone qu'on a utilisé, il n'est pas représentatif. Il faut imaginer qu'on aura des pales beaucoup plus longues, beaucoup plus élancées, parce que sinon, en fait, il va décoller, puis il va jamais vouloir redescendre. Il y a un prototype d'hélicoptère martien qui va partir en 2020 sur le dos du rover. La première fois, on va vraiment avoir un hélicoptère martien. Oui, on commence à avoir des choses assez représentatives. Une question. Oui, s'il vous plaît, pourquoi avez-vous choisi le soir d'être sur Terre? Parce que sur Mars, ils y sont tout le temps. Comment ça, le soir d'être sur Terre? La simulation. Vous revenez sur Terre, peut-être après de la nuit, quoi. Tous les soirs. C'est vrai. Quand ils sont sur Mars, ils sont tout le temps. C'est vrai. Alors nous, ce qu'on a voulu faire, c'est se mettre à peu près en accord avec les horaires Europe, tout simplement. Donc c'est un besoin de pouvoir communiquer avec la Terre. Des fois, on les faisait se lever à 4 heures du matin parce qu'on commençait à 9 heures. On a essayé à des moments donnés d'être à des horaires où ils pouvaient aller se coucher et ça les dérangeait pas. On a fait des EVA de nuit. On en a fait 2. Je crois que ce qu'il faut dire ici, c'est que cette magie avait vraiment pour but de se mettre en condition le peu représentatif aussi pour des expériences, pas tellement l'aspect psychologique. Pas tant que ça. Ça, par contre, ça a été vu dans d'autres bases de la société, la MDRS dont tu as parlé, et surtout la section scolaire SMAR. Oui. Là, on est complètement isolé pendant plusieurs mois. Et là, c'est vrai que sur FMARS, c'est 100% conditions psychologiques.
Donc, on n'a pas forcément besoin d'une combinaison, on n'a pas besoin de la mettre en œuvre, on n'a pas besoin qu'elle soit autorégulée ni autonome. C'est pas exactement les mêmes choses. Donc, en fait, ce qu'on essaye, c'est d'avoir des activités complémentaires. Voilà, pour offrir à l'Europe un maximum de retours d'expérience sur les missions martiennes. Quelle est la similitude entre Oman et Mars? Pourquoi avoir choisi ce terrain? Parce que vous continuez de l'accueillir ou... Parce que le sultanat d'Oman a bien voulu financer l'opération. Oui, entre autres. Oui, je voudrais savoir où nous en sommes aujourd'hui, l'idée de protection des martionnautes par rapport aux radiations cosmiques. Alors, la protection des radiations, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on a tout fait? Je pense pas qu'on peut dire qu'on a tout fait. On a des solutions pour le transport, notamment, pour les bases sur place, utiliser des cratères de lave, utiliser la régolithe pour justement permettre aux habitats d'être protégés des radiations. Ceci dit, il faut quand même avouer que quand on part en EVA, aussi bien soit la combinaison, on prend quand même des doses de radiation. Donc ce qu'il faut en fait, c'est ne pas dépasser la dose admissible. Aujourd'hui, dans l'ISS, les astronautes qui sont dans l'ISS prennent des doses. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas les envoyer indéfiniment et c'est pour ça qu'ils sont suivis médicalement et que on ne s'autorise pas à dépasser un certain seuil. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a différents moyens de réduire la dose totale de l'admission. J'en ai évoqué un tout à l'heure, c'est de raccourcir la durée du voyage. Savoir que c'est pendant le voyage qu'on en reçoit un maximum, parce que sur Mars, on est protégé du fait qu'il y a la moitié du ciel qui n'est pas visible, évidemment, et d'autre part, l'atmosphère, bien que ténue, a quand même un rôle de protection. Mais il y a deux choses importantes à dire aujourd'hui sur groupe 3. La première, on a différents moyens de se protéger, comme le régolithe, par exemple. Deuxièmement, il reste une inconnue médicale, je dirais, c'est le véritable effet de ce qu'on appelle les ions lourds, les rayons cosmiques les plus dangereux, les ions de fer, par exemple. On n'a pas tellement de données. Donc, on est obligé d'être prudent sur ce point-là. Et la troisième chose qu'il faut dire, c'est que le risque de cancer, d'accroissement de probabilité de cancer, n'est qu'un des nombreux risques que vont courir les voyageurs. Et il y a le risque de lancement, le risque de voyage, le risque de dépressurisation, le risque de maladie, ne pas savoir le soigner. risque accru dû au fait qu'on reçoit certaines doses, c'est partie du camembert du risque. Et ce qu'il faudra effectivement, c'est que les gens gèrent leur dose. Moi, j'accepte d'avoir telle dose qui correspond à un accroissement de probabilité de mesure de moindre de cancer de 2%. Je ne veux pas dépasser ça. Mais il a un dosimètre, il mesure ses sorties, ses expositions en fonction de son budget radiation. Question. En gros, il y a deux grands lanceurs possibles, un américain et un chinois. Est-ce que les Américains ont envie en supposant qu'il y a un départ, il n'y aura que des Américains à bord, et les Chinois, il n'y aura que des Chinois à bord? Comment ça se passera? À l'époque où ça se passera, je pense que la Chine aura acquis l'aura tel qu'ils vont faire venir probablement des invités de pays asiatiques. C'est probable. Les Américains, ce sont des Américains, et ils disent qu'ils sont très ouverts à la coopération, et puis... Et puis ça dépend. Des jeunes volontaires. D'accord. Des jeunes volontaires, je dirais que des étudiants. Donc étudiants après le bac, quoi.
Donc jeune. Jeune parce que volontaire à essayer de créer, parce que peut-être en école d'ingé, donc à la recherche de stages, à la recherche de compléments, de qualifications, et puis parce que dans pas mal d'assos et d'écoles, il y a aussi des assos qui font des trucs complémentaires. Il y a pas mal d'assos aéronautiques et spatiales maintenant dans certaines écoles. Et on peut imaginer des associations aussi qui proposent des projets. Et voilà, et ce type de projet, il est proposé par des associations comme l'asso Planète Mars, comme le Forum spatial autrichien. Et voilà, et donc c'est plus sur la base d'être disponible pour y aller assez régulièrement, passer des week-ends, travailler en groupe, construire des choses qui n'existent pas, partir de zéro, brainstormer, voilà, c'est du temps et c'est de la motivation. Donc s'il y a des jeunes qui sont intéressés, vous prenez contact avec l'association. Il reste quelques places. Y a-t-il encore une question? Oui? Je vais passer de l'autre côté. Vous avez parlé de la propulsion nucléaire. Est-ce que c'est encore au bout du jour? Est-ce que ça va revenir dans les prochaines années? Tu veux? Mets-toi plus au centre, Richard. Oui, alors c'est encore au bout du jour. C'est-à-dire, au sein de la NASA, en particulier, vous avez deux écoles. Et une école qui dit avec la propulsion chimique, ça va bien se faire. Et une école de propulsion nucléaire qui reste convaincue et qui travaille. Moi, personnellement, j'ai l'impression qu'on ne le fera pas pour Mars, parce qu'on n'en a pas besoin. Par contre, il faut reconnaître que si on voulait aller plus loin, peut-être que ça serait intéressant. Mais je crois plus à l'utilisation en énergie nucléaire dans un mode de propulsion électrique. C'est-à-dire, par exemple, pour envoyer du cargo lourd sur Mars, ça serait très intéressant parce que dans ce cas-là, on n'est pas pressé, il n'y a personne à bord. Donc le fait que la propulsion électrique soit faible poussée n'est pas gênant. Par contre, ça économise énormément en carburant. Donc voilà, propulsion nucléaire électrique, j'y crois. La propulsion nucléaire thermique à forte poussée, donc je ne suis pas sûr que ce soit vraiment que ça paye son développement. Il y a encore une question. Justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Richard, c'est l'idée qui m'est à l'esprit, c'est quel est notre espoir aujourd'hui, avec notre connaissance que nous avons des propulsions spatiales, quel est l'espoir de pouvoir réduire le vol de marsupiaux entre la Terre et Mars pour les protéger aussi des radiations cosmiques. Voilà. Oui, c'est un facteur extrêmement important. Et la façon la plus simple, c'est de donner plus de vitesse au vaisseau. Donc il faut plus de propellers. Et dans le projet SpaceX, il est prévu jusqu'à 5 vols de ravitaillement du vaisseau. Le vaisseau arrive en orbite dans ce réservoir, c'est pratiquement vide, parce qu'il a joué le rôle de deuxième étage, et des tankers qui viennent pour avec 5 tankers, on réduit de moitié la durée du voyage. Ouais. Mais pour que ça soit faisable, il faut vraiment qu'il atteigne son objectif d'un truc complètement réutilisable, rapide à remettre en œuvre, où on paye que l'essence. On n'est pas là encore. On approche, mais on n'est pas là. Et où est-on de la responsabilité de la mission? Est-ce qu'on continue à jouer comme on joue aujourd'hui en exploration spatiale avec un centre de contrôle sur Terre qui est responsable des décisions, ou est-ce qu'on ne doit pas donner plus large autonomie à l'équipage compte tenu des délais de communication? S'il y a urgence, le sol ne peut rien faire. C'est sûr, ça va changer un peu l'esprit des choses. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura des domaines où le commandant de bord aura autorité obligatoirement. Toutes les situations d'urgence, c'est obligé de gérer les mêmes.
pense qu'on va remercier Aline et Richard de ce énorme travail de préparation, très intéressant et de leur présentation. Leurs planches seront mises sur le site de la 3AF. Tous les membres de la 3AF. On va laisser Aline et Richard vous y conduire. En tout cas, merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.